Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est une société à responsabilité limitée. Donc, je vous ai mis tous les pans de la SARL, tous les pans que vous devez connaître avant de créer une société à responsabilité limitée. Donc, j'ai produit ça sous la forme d'une mind map, comme ça on peut naviguer plus simplement dessus et se focaliser sur certains points qui sont importants. Donc déjà, une société à responsabilité limitée, c'est quoi? C'est une société commerciale dans laquelle la responsabilité des associés va être limitée au montant de leurs apports. Toutefois, le gérant va pouvoir engager sa responsabilité au-delà du montant de l'apport dès lors qu'il va commettre une faute de gestion. C'est par exemple en cas de difficulté de la société à responsabilité limitée, la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements. Donc quand on ne peut plus faire face au passif exigible avec l'actif disponible, on est en état de cessation des paiements. Et si on tarde à déclarer cet état, on peut faire l'objet de sanctions au titre de la faute de gestion qui en découle. Ensuite, cette société à responsabilité limitée, elle est constituée au minimum par 2 associés et au maximum par 100, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes entre 2 et 100, vous pouvez être en SARL. Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morale. La SARL, elle peut être choisie par des artisans, des commerçants, des industriels et des professionnels libéraux qui sont dans des professions qui ne sont pas réglementées. Elle convient parfaitement aux projets qui vont être plutôt d'envergure familiale. En ce qui est du capital social, pour être associé dans une SARL, il va falloir faire un apport en capital. Donc il y a plusieurs types d'apports, l'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie. L'apport en numéraire, c'est un apport en argent. On va apporter par exemple 1000 € à la société. C'est un apport en numéraire en échange duquel on va avoir certains avantages. On va avoir un certain nombre de parts sociales. Ensuite, on peut faire un apport en nature à notre société à responsabilité limitée. C'est par exemple le cas d'une voiture. Donc quand on va venir apporter une voiture par exemple à la société, c'est un transfert de propriété qui est opéré au bénéfice de la société. Ça veut dire qu'on lui donne la propriété de la voiture. Attention, lorsque vous faites un apport en nature, il faut peut-être faire une évaluation. Une évaluation qui va être faite par un commissaire aux apports. J'ai mis commissaire au compte, mais c'est le commissaire aux apports. Donc cette évaluation, elle n'est pas nécessaire lorsque les apports en nature n'excèdent pas 30 000 €. Donc en dessous de 30 000 € d'apport en nature, pas besoin de procéder à ce type d'évaluation. Pas besoin non plus de commissaire aux apports lorsque la valeur totale des apports en nature ne représente pas plus de la moitié du capital social. Donc lorsque ces deux conditions sont remplies, moins de 30 000 et la valeur totale des apports en nature ne représente pas plus de la moitié du capital social, pas besoin d'évaluation d'un commissaire aux apports. Ensuite, vous avez l'apport en industrie. C'est par exemple le fait d'apporter un certain savoir-faire. Ça aussi, ça vous donne des droits dans la société. Donc, ces apports vont vous donner des droits dans la société. Ça va être des droits politiques, donc notamment les droits de vote. Dans les différentes assemblées, vous allez pouvoir voter, ou encore des droits financiers. C'est les droits, ou plutôt c'est le droit aux bénéfices. Vous allez pouvoir avoir accès à votre part de bénéfices. Donc ça, c'est tout ce que vous devez savoir sur le capital social. Ensuite, on va parler de la gouvernance de la SARL. Donc là, on va s'attarder un petit peu plus sur la gouvernance de la SARL parce que c'est un petit peu plus dense. On va parler des organes de direction. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que la SARL est obligatoirement administrée par un ou plusieurs gérants. Et ici, le gérant est obligatoirement une personne physique associée ou non de la société à responsabilité limitée. Ce gérant va être nommé dans les statuts, donc dès la création de la société, ou alors par un acte séparé lors, par exemple, d'une assemblée générale ordinaire. Ce gérant va venir accomplir tous les actes qui sont des actes de gestion. Donc par exemple la signature des contrats ou alors les embauches de salariés. Bref, tous les actes qui relèvent de la gestion normale de la société. Attention, dans certains cas, les pouvoirs du gérant peuvent être limités par les statuts, notamment par des autorisations préalables des associés. Par exemple, les statuts peuvent venir dire que, je sais pas moi, la cession de tel ou tel élément de la société
société est subordonnée à autorisation préalable des associés. Et les statuts peuvent venir encadrer les règles de vote en la matière. Donc attention, certains actes sont également interdits aux gérants de la société à responsabilité limitée. C'est par exemple le fait d'emprunter auprès de la société, le fait de se faire consentir un découvert en compte courant d'associés, le fait de se faire cautionner par la société, ses engagements envers des tiers, ça aussi, ce sont des actes qui sont interdits aux gérants de la société à responsabilité limitée et qui peuvent venir engager, le cas échéant, sa responsabilité. Ensuite, en ce qui concerne la prise de décision, donc la prise de décision au sein de la société, elle peut se faire par consultation ou par acte qu'on prend en assemblée. Donc il y a deux types d'assemblées, les assemblées générales qui sont dites ordinaires, qui vont viser par exemple à l'approbation des comptes, à la nomination, la révocation et la rémunération du gérant. Ces décisions sont prises à la majorité des associés qui représentent au moins la moitié des parts sociales de la SARL. Donc ça, c'est en ce qui concerne les assemblées générales qui sont ordinaires. Vous avez aussi des assemblées générales qui sont dites extraordinaires, qui ne prennent part que pour des cas spécifiques. C'est par exemple la modification des statuts, lorsqu'on va par exemple transférer le siège social, lorsqu'on va augmenter le capital. J'ai mis augmentation du siège social, n'importe quoi. Voilà, j'ai corrigé, augmentation du capital ou transfert du siège social. Donc regardez, le code de commerce, il indique à chaque fois toutes les opérations qui nécessitent une modification des statuts. Donc la modification des statuts, elle implique effectivement qu'on se rapproche du guichet unique et qu'on vienne faire une formalité de modification. Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés. Donc ça, c'est le cas dans les SARL qui sont constitués après le 4 août 2005. Pour les SARL qui sont créés avant le 4 août 2005, la majorité est des 3/4 ici des associés présents ou représentés. Donc lorsqu'on va procéder à une assemblée générale, les associés vont devoir être convoqués. Il faut qu'ils soient convoqués 15 jours au moins avant la date de l'assemblée par le ou les gérants de la société à responsabilité limitée. Parce qu'après, si on ne le fait pas, on va pouvoir venir contester les décisions qui sont prises dans le cadre des assemblées qui sont irrégulièrement tenues. Ensuite, en ce qui concerne la fiscalité cette fois de la société à responsabilité limitée, notez que la SARL est en principe soumise à l'impôt sur les sociétés, comme toute autre société commerciale. Toutefois, les associés, sous certaines conditions, peuvent opter pour l'impôt sur le revenu. C'est le cas, par exemple, lorsque la société à responsabilité limitée a moins de 5 ans. Là, on va pouvoir opter pour l'impôt sur le revenu, sur option qui doit être exercée par les associés. Mais c'est aussi le cas, vous avez aussi l'option lorsque vous créez une SARL dite de famille. Là aussi, vous pouvez opter pour l'impôt sur le revenu. Ensuite, après avoir vu la fiscalité, on va s'intéresser au régime social, toujours de manière assez succincte. Donc là, il faut distinguer selon si vous êtes gérant majoritaire, donc si vous avez plus de 50% des parts sociales, ou si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire, donc si vous avez 50% ou moins des parts sociales. Dans le cadre du gérant majoritaire, il a un régime de la sécurité sociale qui est calqué sur celui des indépendants. C'est le régime de la sécurité sociale des indépendants. Attention, c'est pas parce que vous ne vous versez pas de rémunération que vous ne payez pas de cotisation sociale, puisque le gérant majoritaire qui ne perçoit pas de rémunération doit quand même verser un montant minimum de cotisation sociale. Donc attention à ça, vous avez quand même un montant à verser de manière automatique en termes de cotisation sociale. En ce qui est cette fois du gérant minoritaire ou égalitaire, donc je le rappelle, c'est celui qui a 50% ou moins. Là, ici, il est au régime général de la sécurité sociale si il perçoit une rémunération. S'il ne perçoit pas, il ne touche pas de protection sociale. Il n'a pas de protection sociale. Ensuite,
on va s'intéresser à la transmission et ça sera notre dernier point de la société à responsabilité limitée. Et franchement, on aura vu énormément de choses. Donc ce qu'il faut savoir sur la transmission de la SARL, c'est que ça va dépendre du type de repreneur. Donc si la cession est faite à un membre de la famille ou à un associé, elle est libre. Ça veut dire qu'on peut céder librement les parts de la SARL. Sauf stipulation contraire qui pourrait être prévue par les statuts s'il y a par exemple une procédure d'agrément qui est mise en œuvre par les statuts dans la cession vis-à-vis d'un associé ou d'un membre de la famille. Là, les statuts peuvent venir imposer une procédure d'agrément avec un vote en assemblée. Ensuite, si la cession est faite à un tiers, là pour le coup, le code de commerce prévoit que la cession est soumise à l'agrément des associés. Donc là pour le coup, c'est déjà prévu par les dispositions du code de commerce. Quant au formalisme de la cession, concrètement, c'est un acte sous seing privé ou un acte notarié de cession de parts sociales. Une fois que vous avez fait cet acte, vous devez procéder à l'enregistrement de l'acte de cession des parts sociales auprès de l'administration fiscale. Et vous devrez vous acquitter des différents droits auprès de l'administration fiscale. Vous devrez également procéder évidemment à une modification des statuts puisque vous allez céder des parts sociales, ça requiert une modification statutaire qui doit être faite dans un délai d'1 mois que vous allez faire sur le guichet unique. Il me semble que vous avez un formulaire de modification statutaire, vous pouvez déposer directement vos statuts dessus. Donc voilà, vous avez un panorama général de la société à responsabilité limitée. Je rappelle, on a vu le capital social, on a vu une définition générale, on a vu la gouvernance de la société, on a vu la transmission, on a vu le régime fiscal de manière assez succincte et le régime social toujours aussi de manière assez succincte, mais ça vous donne vraiment un aperçu global de ce qu'est la société à responsabilité limitée. Si vous souhaitez créer une société à responsabilité limitée, je vous invite à regarder la boîte à outils que je vous propose juste en dessous. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les vidéos qui s'affichent directement à l'écran.